Depuis quelque temps, depuis la pandémie, pour tout dire, la souveraineté économique est au goût du jour en France. Il a fallu donc que cette crise sanitaire laisse la France démunie, sans masque, pour que le patriotisme économique soit mis à toutes les sauces, si l'on peut se permettre, sanitaire, alimentaire, économique, même numérique. Alors, simple effet de mode ou prémisse du monde post-Covid-19, avec nous pour en parler, Cornelia Wohl, bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes professeur à Sciences Po Paris, auteur du livre « Le lobbying à rebours, l'influence du politique sur la stratégie des grandes entreprises ». Avec nous également Sarah Guillou, bienvenue également. Vous êtes économiste, directrice de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, autrice du livre « À la recherche de l'immatériel, comprendre l'investissement de l'industrie française ». Pour bien poser les choses, Cornelia Wohl, si vous deviez en donner une définition, c'est quoi la souveraineté économique ? Alors la souveraineté économique, c'est tout simplement la capacité pour un État de gérer son destin économique. Donc se donner les moyens de pouvoir influencer sur l'économie de manière à ce qu'on puisse être en contrôle des choix qui sont faits et qui affectent la vie des Français. Ouais. Donc ça veut dire, quand on parle de grands groupes, garder la main mise dans des secteurs énergétiques, la défense ? Alors là maintenant il y a une question, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Parce que pour certains ça veut dire contrôler tout sur l'économie, il faut fermer les frontières et il faut se concentrer que sur ce qu'on produit en France. C'est sans doute pas ça aujourd'hui la souveraineté économique. La souveraineté économique aujourd'hui, quand on en parle, c'est de dire qu'il faut augmenter la capacité à contrôler, par exemple, qui investit en France, contrôler qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui est importé. Tous ces différents choix peuvent faire objet d'une poussée de souveraineté économique. Et justement, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors, Sarah Guillou, justement, il y a cette affaire. Un géant québécois, en l'occurrence Couche-Tard, veut racheter Carrefour, en tout cas veut faire une alliance avec Carrefour. La France dit non, Bruno Le Maire dit non. Pourquoi est-ce que tout le monde est d'accord en France ? Alors, vous le dites, peut-être que tout le monde est d'accord, mais c'est vrai que... En parlant des partis politiques, bien sûr. Ouais, c'est vrai que l'idée, c'est très politiquement correct, la souveraineté économique et l'idée de s'assurer la sécurité alimentaire, qui était quand même l'argument qui a été avancé pour cette interdiction qu'un investisseur étranger prenne les actions, rachète les actions et prenne le contrôle de Carrefour. Donc effectivement, politiquement, électoralement, on sait très bien que la sécurité alimentaire, ça parle aux gens. Le fait qu'ils aient cette proximité avec l'approvisionnement alimentaire, c'est très important. Donc sur le plan politique, c'est évident que personne ne peut le contester. Après, sur le plan économique, vous avez eu des désaccords, des gens qui ont contesté le fait qu'on puisse refuser un investisseur au nom de l'approvisionnement et de la sécurité alimentaire. Donc la mise en balance des deux a été contestée, discutée. Ouais, alors on va écouter Bruno Le Maire, justement, le ministre français de l'économie. J'ai juste l'intention et le devoir de faire respecter ce qu'on appelle l'ordre public économique, c'est-à-dire le respect des intérêts stratégiques du pays, dont la sécurité alimentaire. Qu'est-ce qui a changé avec la pandémie ? Il y a une chose majeure qui a changé, c'est que nous avons appris que pour la première fois de notre histoire récente, il peut arriver que des biens alimentaires par exemple, ne puissent plus circuler à travers la planète, parce qu'il y aurait une pandémie. C'est ce qui s'est passé il y a quelques mois. Donc ma responsabilité de ministre de l'économie, et je dirais d'ancien ministre de l'Agriculture, c'est de veiller à ce que la continuité de la chaîne alimentaire française, de la production agricole jusqu'à la distribution en passant par la transformation par l'industrie agroalimentaire, soit garantie. Si on veut que la chaîne soit sûre, il faut qu'il ne manque aucun maillon, ni les agriculteurs, ni les transformateurs, ni les distributeurs. C'est du protectionnisme, franchement, Cornelia Wohl, non ? C'est assez frappant parce qu'il est vrai qu'on a des intérêts stratégiques qu'on veut défendre. Il y a des décrets qui ont été faits depuis 2005 pour définir qu'est-ce que c'est un intérêt stratégique. C'est notamment la sécurité, la défense, et ça a été élargi sous Arnaud de Montebourg pour couvrir aussi l'eau, oui, les transports, les télécommunications. En 2005 déjà, avant, ça avait été sous Dominique de Villepin. Sous Dominique de Villepin, on avait le premier moment de patriotisme économique où on voulait s'opposer. À l'époque, c'était un rachat de Danone par le groupe Pepsi. C'était une rumeur. C'est une rumeur. En tout cas, la rumeur qui s'est éteinte puisqu'on a affirmé que la France ne voyait pas d'un bon œil ce projet de rachat. On a eu par la suite des affaires qui ont amené à Arnaud de Montebourg, et c'était notamment la vente de Alstom Power à General Electric. Arnaud de Montebourg a renforcé cette définition qu'est-ce que c'est qu'un secteur stratégique et qui a élargi la liste des industries qui étaient concernées. Et puis même sous le gouvernement actuel, à la fois par Bruno Le Maire, mais aussi dans le cadre de la loi Pacte, un regard toujours plus attentif
négatif sur les intérêts que peut défendre la France et en gros la manière dans laquelle l'État peut s'opposer à un investisseur qui ne lui plaît pas. Ouais. Ça, c'est une tendance généralisée et la France le fait aussi. Après, est-ce que c'est un actionnaire canadien qui met en danger la sécurité alimentaire en France? Ouais. On peut en douter. D'ailleurs, une question qui se pose, le PDG de Carrefour aurait très bien pu dire non à Bruno Le Maire. Alors, le PDG de Carrefour, ce sont les actionnaires qui disent non, oui. Et ils auraient pu dire non. Alors, dire oui à Couche-Tard et non à la France. Oui, alors... Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de loi, c'est pas une nationalisation. Le groupe Carrefour n'appartient pas à la France. n'appartient pas à l'État. Oui. À l'État. Et l'État n'est pas actionnaire de Carrefour. Donc effectivement, si Carrefour avait... mais derrière, il y avait LVMH, il y avait les Galeries Lafayette qui voulaient vendre. Alors, manifestement, ils n'ont pas exercé de pression sur le gouvernement pour exiger que... Parce qu'eux étaient partants, ils voulaient vendre. Mais politiquement, peut-être on leur a expliqué que ça ne passerait pas. Justement, vous insistez beaucoup sur ce mot politiquement. Il y a une ère particulière. C'est vrai que c'est le premier employeur de France, Carrefour, il faut tout de même le dire. C'est vrai que annoncer ce rachat à ce moment-là, ça aurait été un cataclysme politique. C'est une évidence. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la souveraineté économique, on peut dire qu'il y a deux façons de voir les choses. La souveraineté économique, ça peut être juste la puissance économique. Si vous êtes très puissant, vous avez beaucoup d'argent, vous avez la souveraineté économique. Mais ça peut être aussi la souveraineté politique sur l'économique. Et là, c'est ce qui se passe dans l'affaire Carrefour. C'est que veut notre ministre des Finances et de l'économie, c'est justement avoir la possibilité, le dit-il, en cas de pandémie, en cas d'un autre risque majeur sur l'approvisionnement alimentaire, la possibilité de faire pression sur Carrefour, sur les distributeurs, pour exiger quelque chose d'eux. Et c'est en cela qu'il s'agit de souveraineté politique qui cherche à s'exercer sur l'économique. Et donc c'est dans la prévision, effectivement, d'une situation qui serait... extraordinaire, encore une fois. Le politique veut garder les moyens, en ayant un actionnaire français, de pouvoir exercer une pression sur lui. Mais parfois, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Justement, quelles sont les limites de cette politique dite de souveraineté économique? Est-ce qu'il y a des pièges, des écueils, justement? Que peut la France? On a envie de vous dire quels sont ses moyens face à la Chine, notamment. C'est justement le risque. On est dans une économie qui est mondialisée. Et le souci des femmes et des hommes politiques, c'est qu'ils ont un périmètre politique, leur électorat, est en France. Alors que l'économie, elle peut être européenne, elle peut être mondiale. Donc comment on fait pour se muscler dans cette économie mondiale? Si il y a deux options, soit on se retourne et on se replie sur soi, on essaie d'avoir une économie nationale qu'on contrôle, mais on sait aujourd'hui que c'est vraiment pas possible et c'est un impasse. Soit on essaie de construire quelque chose qui renforce les industries fortes de la France au niveau européen, qui peut leur permettre d'exister dans une concurrence face aux Américains, face aux Chinois, face à d'autres pays. Donc on peut avoir une volonté de souveraineté économique qui va vers l'extérieur, qui est assez libérale finalement. Donc dans le mot souveraineté économique, on peut trouver beaucoup de choix différents et ça dépend vraiment ensuite du secteur, de l'industrie et de l'échelle qu'on vise. Qu'on peut la souveraineté économique, ça passe forcément par la relocalisation massive de pans entiers. Il y a eu la polémique notamment sur le Doliprane, par exemple, fabriqué en Chine notamment. Ça se questionne. La question est de savoir si la souveraineté, c'est produire. Ou si la souveraineté, c'est être capable d'approvisionner, de fournir les biens qui contribuent au bien-être de sa population. Donc, c'est pas en produisant tout qu'on est forcément souverain. Donc, la question est de savoir quels biens on juge nécessaire de produire sur le territoire en prévision, effectivement, d'une pénurie possible, d'un choc particulier. Là, visiblement, tout est stratégique. Donc, si tout est stratégique, plus rien ne l'est, on a presque envie de dire. En économie, on ne peut pas tout produire. Il y a toujours un arbitrage. Il n'y a pas de... There's no free lunch. C'est-à-dire qu'il va falloir, si vous produisez du Doliprane, vous ne mettrez pas de l'argent dans la recherche pour faire des vaccins. Donc, il y a un arbitrage à faire. Alors évidemment, le politique est là pour faire les arbitrages. Et il le fait en fonction de l'opinion qui décide, oui, moi je veux absolument du Doliprane à côté de chez moi. Mais est-ce que c'est vraiment ça que veulent les citoyens français? C'est pas sûr. Oui. Est-ce que vous y voyez une tendance de fond ou un affichage? On n'est hélas pas prêt de sortir de cette pandémie, donc pour l'instant c'est la position affichée par, je le disais, le gouvernement, mais aussi beaucoup de partis politiques, y compris d'opposition. Est-ce que c'est un véritable tournant? Les prémices de ce qu'on appelle le monde d'après Covid-19
Alors oui, peut-être pas que le monde d'après Covid, mais c'est vrai qu'il y a un mouvement de fond vers un regard toujours plus attentif des investissements. On encourage les investissements, on a besoin de l'argent aussi de l'étranger pour investir dans nos entreprises, et ça a été encouragé par beaucoup d'actions différentes. Mais en même temps, en France comme à l'international, on se réserve un droit de regard et un droit de veto potentiel sur les investissements qui ne nous plaisent pas. Il y a par exemple une méfiance généralisée vis-à-vis des investissements chinois en ce moment, et à la fois en France, en Allemagne, au niveau européen, aux États-Unis, le regard sur les investissements étrangers passe aujourd'hui par des systèmes de monitoring très forts dans lesquels il y a des règles, qu'est-ce qui est un enjeu de sécurité, qu'est-ce qui n'est pas, et qui peut amener à des vétos sur des investissements qui sont très différents de ce qu'on pensait fut un temps, des marchés totalement libres où tout le monde peut investir où il veut. Le risque aussi, c'est quand on est souverain dans un domaine, c'est que si ça s'effondre, on ne peut plus compter sur grand monde. Alors effectivement, il y a toujours la question des représailles, c'est-à-dire si vous exigez de produire localement et que pour produire localement, vous êtes obligé de vous protéger, c'est-à-dire de faire en sorte que vous n'ayez pas des concurrents étrangers qui viennent, qui vous vendent des produits pour protéger votre propre production domestique. Clairement, il y a des possibilités de représailles, et si ces représailles vont se porter sur des produits sur lesquels vous avez un avantage. Et donc, il y a vraiment un calcul, d'équilibriste à faire entre qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut produire. Mais on peut aussi faire confiance au marché pour être capable de produire ce pour quoi on a des compétences particulières. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un choix politique à faire et qu'il appartient effectivement aux politiques à désigner les biens stratégiques. Mais c'est difficile. Ouais, c'est difficile. 30 secondes, désolé, on est pris par le temps. Mais s'il y avait un secteur d'excellence aujourd'hui que vous pourriez nous dire en France, quel est-il? On voit l'échec du vaccin au pays de Pasteur. C'est quoi aujourd'hui l'excellence française en termes d'industrie? Je ne pourrais pas me prononcer dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de secteurs qui ont un grand potentiel. Et je pense que le rôle du politique, ce n'est pas de choisir un gagnant dans lequel on investit tout. Je pense que l'objectif de la politique économique, c'est de soutenir pour qu'il puisse s'y installer un terrain dans lequel il y a peut-être plusieurs gagnants. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Cornelia Woll. Et merci à vous, Sarah Guillot, également, d'avoir été sur notre plateau.